Alors bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Malou. Et alors je suis ici pour partager avec vous ce récital de poésie engagée. On va avoir un petit peu moins d'une heure à passer ensemble. Et pendant ce court temps, on va parler de la poésie engagée. Alors ce spectacle s'appelle Poète vos papiers. Pour être un peu plus précis, c'est des poèmes que j'ai sélectionnés et puis que j'ai mis en forme, que j'ai mis en musique. J'ai essayé de vous les rendre un tout petit peu plus vivants. La poésie engagée, qu'est-ce que c'est ? Déjà, quand je dis le mot poésie, je vois certains visages avec les fronts qui se plissent. Donc peut-être que certains d'entre vous ont un a priori sur la poésie. Ou alors peut-être que vous avez tous en tête que la poésie, c'est un genre littéraire qu'on étudie à l'école. Quelque chose qui sert à parler de ses sentiments, du vent dans les arbres, de l'arrivée du printemps. Pour vous donner une anecdote, moi, quand j'avais votre âge, la poésie, c'était quelque chose que j'apprenais par cœur chez moi à la maison, puis qu'on me demandait ensuite de réciter au tableau. Et je comprenais la plupart du temps rien. Je ne comprenais pas les mots qui sortaient de ma bouche. Mais la poésie engagée, c'est un peu différent. Puisqu'au XIXe siècle, il y a certains poètes qui vont estimer avoir un rôle à jouer dans leur société. Et ces poètes, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont prendre leur art, c'est-à-dire les mots, et ils vont utiliser ces mots comme des outils et comme des armes parfois aussi destructrices que des armes à feu. Et avec ces mots, ils vont devenir les défenseurs des opprimés et des persécutés, de toutes les personnes qui n'ont pas la faculté de s'exprimer avec des mots. Et c'est ça ce qu'on appelle la poésie engagée. Alors, le plus grand de ces poètes, le premier à avoir vraiment tracé les grandes lignes de la poésie engagée, c'est un poète que vous connaissez tous, ça j'en suis sûre. Peut-être que vous n'avez rien lu de lui, mais vous connaissez au moins son nom. Je vais vous donner quelques indices. Il a écrit beaucoup de poèmes, il a écrit des pièces de théâtre. Et puis, il a aussi écrit des romans qui ont été adaptés au cinéma, adaptés de ses romans Les Misérables et Notre-Dame de Paris. C'est Victor Hugo, exactement. Donc, tout naturellement, je vais commencer ce récital par un poème de Victor Hugo. Ce poème, il l'écrit il y a presque 200 ans. Et ce poème, il parle du travail des enfants, puisqu'il y a 200 ans en France, il n'y avait pas d'essence, il n'y avait pas de pétrole. Pour faire fonctionner, par exemple, la machine à vapeur, on utilisait du charbon. Ce charbon, il était dans les mines et on envoyait à l'époque les enfants à partir de 4 ans travailler parfois plus de 10 heures par jour dans les mines. Ce poème, il s'appelle Mélancolia et il dénonce justement le travail des enfants. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ? Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit. Et ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules. Ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules. Ils vont de l'aube au soir faire éternellement dans la même prison le même mouvement. Accroupi sous les dents d'une machine sombre, un monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre. Innocent dans un bagne, ange dans un enfer, il travaille. Tout est d'airain, tout est de fer. Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Aussi, quelle pâleur, la cendre est sur leurs joues. Il fait à peine jour, ils sont déjà bien là. Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas. Ils semblent dire adieu. Petits comme nous sommes, notre Père, voyez ce que nous font les hommes. Oh, servitude infâme imposée à l'enfant. Rachitisme, travail mauvais qui prend l'âge tendre en sa serre, qui produit la richesse en créant la misère, qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil. Progrès dont on demande où va-t-il, que veut-il, qui brise la jeunesse en fleurs et qui donne en somme une âme à la machine et la retire à l'homme.
Alors, quelques années seulement après que Victor Hugo a écrit ce poème, la France, elle va promulguer, c'est-à-dire elle va éditer, elle va écrire la première loi pour encadrer le travail des enfants. Cette loi, elle va fixer un âge minimum pour travailler. Elle ne va pas fixer comme âge minimum 18 ans, ni 16 ans, comme c'est le cas aujourd'hui en France, ni même 14 ans, ni même 12 ans, ni même 10 ans. Elle va fixer comme âge minimum pour travailler 8 ans. Alors, 8 ans, quand je le dis maintenant en 2021, ça paraît extrêmement jeune, et ça l'est, c'est un peu choquant. Mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était une avancée, c'était un progrès. Et donc, si Victor Hugo et le 19e siècle marquent le début de ce nouveau genre poétique, on va voir ensemble que c'est vraiment le 20e siècle, le siècle d'or de la poésie engagée. Pourquoi ? Parce que ça, vous le savez, au 20e siècle, il y a eu quoi ? Il y a eu 2 conflits mondiaux qui sont la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et ces 2 conflits, ils ont vraiment marqué les poètes engagés du 20e siècle. Alors maintenant, il faut que je vous parle d'un de ces premiers grands poètes. Il y en a eu beaucoup, mais pour l'instant, je vais vous parler de lui. Il s'appelle Louis Aragon. Peut-être que le nom vous évoque quelque chose. Louis Aragon, il a une petite particularité. Il est né en 1897 et il est mort en 1982. Donc dans sa vie, il a connu quoi ? La Première et la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est une donnée importante parce que ça va vraiment influencer ses poèmes. Alors la petite histoire de Louis Aragon. Louis Aragon, en 1914, quand la Première Guerre mondiale éclate, il est étudiant en 2e année de médecine. Alors en fait, il écrit déjà des poèmes. Il écrit d'ailleurs des poèmes depuis qu'il est adolescent. Et d'ailleurs, essentiellement des poèmes d'amour. En fait, il est fou amoureux d'une femme, elle s'appelle Elsa. Elsa, c'est à la fois son amante, son inspiratrice, sa meilleure copine, la femme de sa vie. Il lui écrit des lettres passionnées, enflammées, c'est magnifique, mais ça ne lui rapporte pas un centime. Donc tout naturellement, Louis Aragon, qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit, très bien, ma poésie, ça ne me rapporte pas un centime, donc je vais devenir médecin, je vais trouver un travail qui va me permettre de gagner des sous, et puis à côté, j'écrirai mes poèmes. Sauf que les plans de Louis Aragon vont être complètement contrecarrés. Quand la Première Guerre mondiale éclate, il est mobilisé pour partir au front, alors pas pour faire la guerre, mais pour soigner les soldats blessés. Plus précisément, il va être brancardier. En fait, il va s'occuper de pousser les brancards avec les soldats blessés et malades. Et là, Louis Aragon va voir une chose qui va profondément le traumatiser, le bouleverser. Il va voir toutes ces jeunes recrues, ces jeunes soldats qui sont à peine plus âgés que vous. Pour celles et ceux qui ont des grands frères, il faut s'imaginer que les soldats qui partaient à la guerre, ils avaient l'âge de vos grands frères. Et ces jeunes soldats, ils partent comment au champ de bataille ? Ils partent en train. Et là, on va se mettre dans la tête de Louis Aragon. Il est sous la tente qui fait office d'hôpital militaire. Et il voit le train qui part pour la guerre avec tous ces jeunes soldats. Et Louis Aragon sait une chose. Il sait que ces jeunes soldats n'en reviendront pas vivants. Et ceux qui rentreront du champ de bataille ne vont pas revenir en entier. Pourquoi je dis ça ? Parce que la plupart vont revenir extrêmement blessés. On va être obligé de leur amputer un membre ou plusieurs membres. Et pour les plus malchanceux, parfois, ils ont une partie entière du visage arrachée à cause des éclats d'obus. Et alors ça, c'est ce que l'histoire va appeler les gueules cassées. Les gueules cassées de la guerre de 14-18. Louis Aragon, il va leur écrire un poème à ces jeunes soldats, un poème pour leur rendre hommage. Ce poème, dans les années 50, il va être repris par un chanteur et compositeur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Léo Ferré. D'ailleurs, le titre de ce spectacle, Poète vos papiers, c'est le titre d'un album de Léo Ferré. Alors, moi, pour cette traversée, j'ai voulu faire comme Léo Ferré. J'ai pris le poème d'Aragon, et puis j'en ai fait une chanson spécialement pour vous. Ce poème, il s'appelle « Tu n'en reviendras pas ». Il faut vraiment s'imaginer que Louis Aragon s'adresse aux soldats qui sont dans le train, qui partent pour le champ de bataille. Tu n'en reviendras pas, toi qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu, quand j'ai déchiré ta chemise et toi non plus. Tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille, qu'un obus a coupé par le travers en deux, pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre
étoile tatouée, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps, sans visage et sans yeux. Oh, 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 la 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 la. On part, Dieu sait pour où, ça tient du mauvais rêve. On glissera le long de la ligne du feu. Quelque part ça commence à n'être plus du jeu. Les bonhommes là-bas attendent la relève. Au loin roule le train des dernières lueurs. Les soldats s'assoupissent, que ta danse secoue. Laisse pencher leur front et fléchissent le cou. Cela sent le tabac, la laine et la sueur. Comment vous regardez sans voir vos destinées, fiancés de la terre et promis des douleurs. La veilleuse vous fait de la couleur des pleurs. Vous bougez vaguement vos jambes condamnées. Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit. Déjà vous n'êtes plus qu'un nom d'or sur nos places. Déjà le souvenir de vos amours s'efface. Déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri. La Première Guerre mondiale aura mobilisé 74 millions de soldats et elle aura fait plus de 9 millions de morts. Le bilan de cette Première Guerre mondiale, vous vous en doutez, il est catastrophique. Et d'un point de vue économique aussi, c'est la catastrophe. Juste au sortir de la Première Guerre mondiale, on assiste à une terrible crise économique qui va secouer l'Europe et une partie du monde. Cette crise économique, elle va favoriser une chose. Tout au long des années 1920 et 1930, elle va favoriser la montée des régimes totalitaires, c'est-à-dire des dictatures. Alors en Espagne, le dictateur, c'était Franco. En Italie, c'était Mussolini. En URSS, est-ce que vous savez qui c'était? C'était Staline. Et en Allemagne, c'était Adolf Hitler. Hitler, il accède au pouvoir dès 1933, il devient chancelier. Et en 1939, l'Allemagne envahit la France pour une durée de 5 ans. Pendant 5 ans, on sera sous occupation et c'est ce que l'histoire va appeler les années noires, les années obscures. Pourquoi est-ce que l'histoire, elle appelle cette période-là de cette façon? Parce que pendant ces 5 ans d'occupation, l'armée allemande, elle va commettre beaucoup d'actes barbares. Et c'est le cas de cet épisode dont je vais vous parler maintenant. Alors attention, parce que j'utilise le mot épisode, mais ça s'est passé pour de vrai. Ça s'est passé précisément le 10 juin 1944 à Oradour-sur-Glane. Alors Oradour, pour vous situer, c'est un petit village français qui est dans le Massif central, à 20 minutes en voiture en dessous de Limoges. Et le 10 juin 1944, l'armée allemande, par mesure de vengeance, par représailles, elle va massacrer les 643 villageois qui sont présents sur place. Parmi ces 643 villageois, on trouve 500 femmes et enfants. Alors l'armée allemande va procéder comme suit. Elle va séparer le groupe en deux. Elle va d'un côté prendre les hommes, qu'elle va fusiller dans les granges, et les femmes et les enfants, ils vont les enfermer dans l'église du village. Ils vont barricader toutes les issues de secours, les portes, les fenêtres, et ensuite ils vont mettre le feu à l'église. Pourquoi ils font ça? Ils font ça pour économiser des balles. Quelques semaines seulement après ce massacre, il y a un homme,
un poète, un penseur, il s'appelle Jean Tardieu. Alors Jean Tardieu n'est pas du tout présent à Oradour pendant le massacre, il est à Paris. Il va commencer à faire un cauchemar. Ce cauchemar va le hanter pendant plusieurs semaines. Il voit dans son rêve le visage d'un petit garçon, un des petits garçons qui est présent pendant le massacre, enfermé dans l'église, qui ouvre grand la bouche et qui appelle à l'aide. Ce petit garçon, Jean Tardieu, il ne le connaît pas. Mais l'image le hante. Il n'en dort plus, il n'en mange plus. Et la seule façon, le seul moyen qu'il va trouver pour expulser cette image de lui, ça va être d'écrire un poème. Ce poème, vous allez l'entendre, c'est comme un long cri, peut-être le cri de la bouche de cet enfant qu'il voit dans son rêve. Ce poème, il est édité tout de suite de façon clandestine, ça veut dire en secret. Pourquoi en secret ? Puisque vous vous souvenez, tout à l'heure, dans l'introduction, je vous disais que les poètes allaient utiliser les mots comme des armes et comme des outils. Eh bien, il faut savoir qu'à l'époque, toute la littérature qui n'allait pas dans le sens de l'idéologie nazie, que ce soit des romans, des textes religieux, des poèmes ou des textes qu'on pouvait écrire même dans ses journaux intimes, si les Allemands n'étaient pas d'accord avec ce qu'on racontait là-dedans, on pouvait en mourir, on pouvait être emprisonné, on pouvait être torturé. Et l'armée allemande procédait aussi à ce qu'on appelle à des autodafés, c'est-à-dire qu'il y avait des grands bûchers et ils prenaient toute la littérature avec laquelle ils n'étaient pas d'accord et ils brûlaient les livres. Jean Tardieu écrit ce poème dans les années 40, en septembre 40. Ce poème, il porte le nom du village massacré, Oradour. Oradour n'a plus de femme. Oradour n'a plus un homme. Oradour n'a plus de feuilles. Oradour n'a plus de pierres. Oradour n'a plus d'église. Oradour n'a plus d'enfants. Plus de fumée, plus de rire, plus de toit, plus de grenier, plus de meules, plus d'amour, plus de vin et plus de chansons. Oradour, j'ai peur d'entendre. Oradour, je n'ose pas approcher de tes blessures, de ton sang, de tes ruines. Je ne peux pas. Je ne peux pas voir ni entendre ton nom. Oradour, je crie et je hurle à chaque fois qu'un cœur éclate sous les coups des assassins. Il n'y a plus de soir ni de matin, plus de pleurs ni de chansons. Oradour n'est plus qu'un cri, et c'est bien la pire offense au village qui vivait que de n'être plus qu'un cri. Une bouche sans personne qui hurle pour tous les temps. Une tête épouvantée, deux yeux larges, deux yeux rouges, deux yeux graves, deux yeux grands, comme la nuit, la folie, deux yeux de petits enfants qui ne me quitteront pas. Oradour, je n'ose plus lire ou prononcer ton nom. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de Louis Aragon comme premier pilier de la poésie engagée. Et maintenant, je vais vous parler d'un deuxième poète. Vous le connaissez sûrement de nom aussi. Ce deuxième poète, il s'appelle Paul Éluard. Paul Éluard, oui, on a souvent tendance à l'étudier à l'école primaire ou même en 6e, 5e. Alors, pour la petite histoire, Louis Aragon et Paul Éluard, ils se connaissent très bien. Ils sont à la fois copains et en même temps un peu rivaux. Ils sont un peu en compétition. Comme Louis Aragon, Paul Éluard, il a connu dans sa vie la Première et la Seconde Guerre mondiale, sauf qu'il est mort un peu plus jeune. Vous vous souvenez aussi, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'Allemagne qui avait envahi la France pour une durée de 5 ans. Alors la France était coupée en deux. Il y avait tout au nord la zone dite occupée et tout au sud la zone dite libre.
Et là, on va essayer de se mettre dans la tête de Paul Éluard. On est précisément en avril 1943. Il est à Paris. Plus tard, il va s'échapper en zone libre, mais là, il est à Paris. Il est coincé. Et les Allemands avaient aussi établi un couvre-feu, qui ne va pas être sans vous rappeler quelque chose. En zone occupée, on ne pouvait pas sortir entre 8h du soir et 6h du matin. Bon, sauf que ça a duré 5 ans. Et alors là, Paul Éluard, il est à Paris, coincé, privé de toutes ses libertés, liberté de mouvement, liberté de pensée. Et privé justement de toutes ses libertés, il va écrire un poème qui s'appelle « Liberté ». Ce poème, il a une histoire un petit peu magique et un peu particulière. Il est lui aussi édité tout de suite de façon clandestine, en secret. Et puis, en avril 1943, les résistants français qui se sont échappés à Londres, ils vont prendre le poème, ils vont l'imprimer en milliers d'exemplaires, mais sous forme de tracts. Les tracts, c'est les messages que délivraient les résistants sur des petites lettres comme ça, qu'ils distribuaient la nuit. Et ensuite, la Royal Air Force britannique, elle va parachuter par milliers d'exemplaires tous ces poèmes qui vont descendre du ciel, au-dessus des maquis, c'est-à-dire des cachettes de la résistance française. Il y a aussi une expression que peut-être vous connaissez quand on dit « se passer quelque chose sous le manteau ». Alors ça, je vais vous expliquer d'où ça vient. Vous imaginez Paul Éluard qui, avec son recueil de poésie, qui veut le donner à ses copains, mais pour échapper à la censure des Allemands, il le cache dans une poche de son manteau. Et dans la rue, pour le donner à ses camarades, il soulève un pan de son manteau, dont il est caché, et il donne comme ça le recueil. Voilà d'où vient l'expression. Alors ce poème qui donc date de 1943, je vous en ai fait ma version, une version 2021. Et alors là, on va se réveiller un peu, vous allez voir, on va changer d'ambiance. Sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne d'aimante, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Liberté, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, j'écris ton nom. J'écris ton nom, j'écris ton nom, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Liberté, hey! Liberté, hey! Quand je dis liberté, si vous voulez, vous pouvez crier hey! Liberté, hey! Liberté, hey! Liberté, plus fort, je vous entends pas! Liberté, hey! Liberté, 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 liberté. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, je suis né pour te nommer. 1, 2, 3, 4, liberté. Alors ce qui est fou, c'est que ce poème qu'il a écrit en 1943, dans sa forme rythmique, il est ultra moderne. Alors maintenant, je vais m'adresser plus particulièrement à ces mesdames, aux filles, puisque depuis le tout début de cette traversée, vous avez pu le remarquer, on n'a parlé que des mecs. Et pourtant, dans l'histoire, il y a eu de nombreuses femmes poètes,
Puis il y a eu aussi des femmes résistantes. Et il y a eu aussi des femmes à la fois poètes et résistantes. C'est le cas de la jeune fille dont je vais vous parler maintenant. Cette jeune fille, elle s'appelle Marianne Cohn. Et elle a 22 ans lorsqu'elle est fusillée par les Allemands en juillet 1944. Et voici son histoire. Marianne est allemande, elle est juive, et quand la Seconde Guerre mondiale éclate, elle s'engage immédiatement dans la résistance. Alors son rôle dans la résistance, ça va être de faire passer le maximum d'enfants juifs à la frontière suisse et espagnole. On ne connaît pas le nombre exact, mais on sait qu'elle a sauvé en tout plus d'une centaine d'enfants. Et au cours d'une de ses missions, elle va être arrêtée, elle va être torturée, et elle va trouver à la fois et les moyens et le courage d'écrire un poème. Ce poème, vous allez voir, elle l'adresse directement à ses tortionnaires, à ses bourreaux. Elle leur explique une chose. Elle leur explique qu'elle préfère mourir plutôt que de trahir. Parce qu'en fait, pendant les séances d'interrogatoire et de torture, on cherchait à lui faire avouer le nom de ses camarades résistants. Ce poème s'appelle « Je trahirai demain ». Ce poème, qu'elle adresse directement à ses bourreaux et qu'elle avait écrit sous forme de lettres, on l'a retrouvé dans la poche de la veste d'un des petits garçons qu'elle avait réussi à faire passer de l'autre côté de la frontière. Je trahirai demain. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles. Je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage, mais moi je sais. Vous êtes 5 mains dures avec des bagues et vous avez aux pieds des chaussures avec des clous. Je trahirai demain. Pas aujourd'hui, demain. Il me faut la nuit pour me résoudre. Il ne faut pas moins d'une nuit pour renier, pour abjurer, pour trahir, pour renier mes amis, pour abjurer le pain et le vin, pour trahir la vie, pour mourir. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. La lime est sous le carreau. La lime n'est pas pour le barreau. La lime n'est pas pour le bourreau. La lime, elle est pour mon poignet. Aujourd'hui, je n'ai plus rien à dire. Je trahirai demain. La Seconde Guerre mondiale fait plus de 80 millions de morts. On découvre ensuite, avec horreur et stupéfaction, l'existence des camps de concentration et d'extermination. Est-ce que tout va bien ? Parce que c'est vrai que depuis le début de cette traversée, on aborde des sujets pas très gais. On parle beaucoup de la poésie engagée contre l'occupant allemand, contre les guerres. C'est normal, c'est dû au contexte historique. Mais plus on avance dans le XXe siècle, et plus on va découvrir une nouvelle piste d'engagement. L'engagement, il peut être aussi social, c'est-à-dire du côté des êtres humains,
des hommes. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Louis Aragon, de Paul Éluard. Maintenant, je vais vous parler d'un troisième poète qui représente vraiment cette poésie engagée socialement. Et lui aussi, vous le connaissez aussi au moins de nom. Ce poète, c'est Jacques Prévert. Jacques Prévert, pour la petite anecdote, aujourd'hui en France, il y a 440 écoles qui portent son nom. Et je peux vous assurer que s'il était encore vivant et s'il savait ça, il serait hyper dégoûté. Pourquoi ? Parce que Jacques Prévert détestait l'école. En fait, Jacques Prévert était ce qu'on appelle un cancre, c'est-à-dire un élève très dissipé. D'ailleurs, quand il était en cours, au lieu d'écouter ses profs, il passait beaucoup plus de temps à griffonner sur ses feuilles, à faire des dessins, à faire des collages. Et il y a un poème d'ailleurs qui s'appelle Le Cancre qui parle de ça. Je pense que vous le connaissez. Les premiers mots du poème, ça dit « Il dit oui avec la tête, mais il dit non avec le cœur. Il dit oui à ceux qu'il aime, mais il dit non au professeur. » Fermeture de la parenthèse, c'est pas ça que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire sur Jacques Prévert, c'est que cet homme, c'était un anarchiste. La devise des anarchistes, c'est « ni Dieu, ni maître ». En fait, Jacques Prévert ne voulait rien ni personne au-dessus de sa tête. Il n'aimait ni l'école, ni l'église, ni les flics. Et quand on lit les poèmes de Jacques Prévert, on a l'impression qu'il a été dans la rue et qu'il a écrit directement assis dans la rue. D'ailleurs, c'est le cas du poème que je vais vous présenter maintenant. Ce poème parle d'un homme qui vit dehors, ce qu'on appelle un sans domicile fixe, un SDF, un homme qui meurt de faim. Pour que vous compreniez bien le poème, il faut que je vous dise 2-3 petites choses. Alors, à un moment dans le poème, vous allez entendre que Jacques Prévert parle de l'épicerie Potin. L'épicerie Potin, à l'époque, c'était les débuts de la grande distribution. Donc, quand on entend ensemble le mot Potin, on n'a qu'à se dire que c'est Carrefour Market, Intermarché ou Leclerc, comme vous préférez. Deuxième chose, il parle du bruit que fait un petit œuf dur quand on le casse sur un comptoir d'étain. Alors ça, à l'époque où Jacques Prévert écrit le poème, quand on rentrait dans un café, dans un bar, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, on trouvait à disposition avec sa consommation des petits bols avec des œufs durs à l'intérieur. Et pour en casser la coque, on utilisait le comptoir des bars qui était en étain. Voilà. Et dernière chose, là on est en 2021, donc la monnaie c'est l'euro. À l'époque de Jacques Prévert, c'était les francs. À partir de là, vous devriez comprendre le poème. Ce poème, il s'appelle « La grasse matinée ». Il est terrible. Le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Et elle est terrible aussi, la tête de l'homme. La tête de l'homme qui a faim. Quand il se regarde à 6h du matin dans la glace du grand magasin. Une tête couleur de poussière. Mais ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde l'homme dans la vitrine de chez Potin. Mais non, il s'en fout de sa tête l'homme. Il n'y pense pas, il songe. Il imagine une autre tête. Une tête de veau par exemple, avec une sauce de vinaigre. Ou une tête de n'importe quoi qui se mange. Il grince des dents doucement. Il remue la mâchoire doucement. Car le monde se paye sa tête. Et il ne peut rien contre ce monde. Et il compte sur ses doigts. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Et il a beau se répéter depuis 3 jours, ça ne peut pas durer. Mais oui, mais ça dure. 3 jours, et puis 3 nuits, sans manger. Et derrière ces vitres, ces pâtés, ces bouteilles, ces conserves. Poissons morts protégés par les boîtes, boîtes protégées par les vitres, vitres protégées par les flics, flics protégés par la crainte. Que de barricades pour si malheureuses sardines.
le bistrot. Café crème et croissant chaud. L'homme titube et à l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots, un brouillard de mots. Sardines à manger, œuf dur, café crème, café arrosé au rhum, sardines, œuf dur, café crème, café arrosé au rhum, sardines à manger, œuf dur, café crème, café arrosé au rhum, café crème, sardines à manger, café crème, café crime, arrosé, sang. Un homme très estimé dans son quartier a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé 2 francs, soit un café arrosé 0 francs 70, 2 tartines beurrées et 25 centimes pour le pourboire du garçon. Alors, petite parenthèse, à l'heure où je vous parle, il y a en France plus de 300 000 personnes qui sont sans domicile fixe, qui vivent dans la rue, et plus de 5 millions de Français qui bénéficient de l'aide alimentaire, qui ne mangent pas à leur faim. Alors voilà, on aurait pu terminer cette traversée, ce récital sur ce poème de Jacques Prévert. Mais j'avais plutôt envie qu'on se quitte sur une chanson. C'est une chanson qui a été écrite en 1969 par un chanteur, compositeur et aussi militant du Parti communiste qui s'appelle Jean Ferrat. Jean Ferrat a écrit cette chanson donc en 69, soit 1 an après la révolte de mai 68. Peut-être que vous êtes un peu jeune pour savoir que vous êtes un peu jeune pour connaître cette révolte. Je vais vous expliciter un peu, vous donner un petit raccourci. Cette révolte a commencé par une révolte des lycéens qui se sont mis en grève. Les lycéens ont ensuite été rejoints par des étudiants. Et toute cette jeunesse, elle réclamait justement la jeunesse au pouvoir, mais aussi l'imagination. Ils avaient des pancartes avec écrit « L'imagination au pouvoir ». Et puis ensuite, les syndicats s'en sont mêlés. Ils ont rejoint le mouvement, ils ont mis sur la table des questions, par exemple, plus de l'ordre pour les droits du travail, donc l'augmentation du temps des congés payés, aborder aussi la question de l'égalité du salaire entre hommes et femmes, et puis la question de la réduction du temps de travail. Et vous allez voir que Jean Ferrat, dans cette chanson, il rend hommage à cette France. Pas n'importe quelle France, à la France qui résiste, à tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont donné leur vie pour la liberté. Et puis si vous donnez un peu une oreille aux paroles de la chanson, vous allez voir qu'il rend aussi hommage à tous les poètes dont on a parlé ensemble pendant cette traversée. Cette chanson, elle s'appelle « Ma France ». De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Cette ère de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige. Elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo tonnant de son exil, des enfants de 5 ans travaillant dans les mines. Oh, oh, oh. Celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, ma France. Picasso tient le monde du bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe,
se multiplient à n'en plus faire qu'une. Celle qui paye toujours vos crimes et vos erreurs. Oh, 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 en remplissant l'histoire de ces fausses communes que je chante à jamais, celle des travailleurs. Qu'elles montent des mines, descendent des collines. Celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines. Celle de 36 à 68 chandelles. Ma France. Et alors pour se quitter, j'avais envie de partager avec vous cette chanson parce qu'il y a une nouvelle piste d'engagement maintenant, là en 2021, c'est l'écologie. C'est qu'est-ce qu'on a fait à notre belle planète et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la sauver. C'est une chanson, la première fois que je l'ai entendue, c'était en 2002. Et tout récemment, à la radio, là, il y a Mickey 3D qui en a fait une reprise avec Big Flo et Oli. Cette chanson, elle s'appelle « Respire ». Approche-toi petit, écoute-moi gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter, des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et c'est pas rien de le dire. Tu ne vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont: et pourquoi toi t'en as 2? Tu passeras pour un con. Ils te diront: comment t'as pu laisser faire ça? T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas: c'est pas ma faute à moi, hein. C'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Il y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins, ici bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petit l'histoire de l'être humain. C'est pas joli joli, et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin.